Bonjour à tous. La Société des Amis de Vincennes a l'honneur de vous proposer aujourd'hui une nouvelle conférence live en duplex. Formule qui nous avait valu un très grand succès avec la conférence sur Charles Martel de William Blanc et Christophe Naudin en 2021, pour ceux qui s'en rappellent. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre-Yves Beaurepaire, professeur d'histoire moderne à l'Université Côte d'Azur et membre de l'Institut universitaire de France. Il a enseigné, tenez-vous bien, à l'Université d'État de San Francisco, à l'Université de Tokyo, à l'Université de Tunis, à l'Université libre de Bruxelles et a participé au développement de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. En tant que spécialiste du siècle des Lumières, il a participé comme expert aux épisodes sur le Régent et sur Voltaire de l'émission Secret d'Histoire de Stéphane Bern sur France 2 que vous connaissez tous. Il a notamment publié La France des Lumières, l'Atlas de la Révolution française, l'Atlas de l'Europe moderne de la Renaissance aux Lumières et récemment, le 20 juin 2023, il obtient le prix du Sénat du livre d'histoire. En 2022, il a publié Les Illuminati de la société secrète à la théorie du complot, sujet fantasmagorique par excellence et le thème passionnant de la conférence qu'il nous offre aujourd'hui. Accusé d'être à l'origine de la Révolution française, d'avoir noyauté les États-Unis d'Amérique depuis leur naissance, ou encore d'avoir précipité l'effondrement de l'Union soviétique, les Illuminati font les beaux jours des théories complotistes les plus extravagantes depuis plus de 2 siècles. Derrière ces affabulations, il y a bel et bien une société secrète, les Illuminaten, qui a existé en Bavière. Mais je laisse tout de suite la parole à Pierre-Yves Beaurepaire, qui vous en dira davantage. Bonne conférence à tous. Voilà, nous sommes en direct. Rebonjour à tous. Et bonjour à Monsieur Beaurepaire, j'espère que vous nous entendez. Très bien, donc ça fonctionne, c'est parfait. Alors, je profite qu'il y ait de nombreux témoins pour vous remercier de passer votre samedi après-midi avec nous, puisque j'ai notamment vu en préparant l'émission que vous avez, je vous en prie, que vous avez été invité dans de nombreuses émissions mainstream en prime time pour votre ouvrage dont vous allez nous parler justement. Donc, merci de passer votre samedi en notre modeste compagnie, modeste mais sérieuse. Et donc, c'est vraiment un grand honneur de vous recevoir. Donc, merci beaucoup. Et puis, avant de vous laisser complètement la parole et avant de me taire, parce que je pense que déjà les spectateurs en ont marre de m'entendre, je voudrais juste rappeler à ces spectateurs donc, qu'ils peuvent laisser leurs questions dans le chat, qui est juste en dessous de la diffusion YouTube. Et à la fin de l'émission, nous prendrons un petit pot pourri des meilleures questions, enfin celles qui nous intéressent le plus. Je vous les transmettrai et puis, si elles vous plaisent, évidemment, vous pourrez nous faire l'honneur d'y répondre. Voilà. Et donc, ça y est, je me tais et je vous transmets la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de vous expliquer, pour commencer, dans quelle perspective je me place pour parler à la fois en historien d'une société qui a véritablement existé à partir de 1776. On appelle les Illuminaten. On utilise un terme allemand parce qu'elle est née à la fin du XVIIIe siècle en Bavière, dans la partie catholique de l'Allemagne. Et puis ensuite, 20 ans après, un terme s'est développé d'abord dans le monde anglophone, et puis ensuite il a pris une résonance jusqu'à aujourd'hui mondiale, qui est celui des Illuminati. Hein. Et donc les Illuminati renvoient à la société historique, cet ordre secret créé par Adam Weishaupt, hein, que vous avez sur cette diapositive à gauche. Il a 28 ans quand il crée l'ordre en 1776. Il prend comme nom d'ordre Spartacus, qui dit bien sa volonté de rupture, hein, d'arracher ses chaînes par rapport à ce qu'il perçoit comme l'obscurantisme religieux, la tutelle de l'ancien ordre des Jésuites, dont je parlerai tout à l'heure, etc. Et puis à droite, vous avez une des représentations phares du mythe Illuminati, la pyramide inachevée, l'œil qui voit tout, la référence au nouvel ordre des siècles et à l'année que vous avez tout en dessous, en chiffres romains, 1776. Et bien évidemment, je m'empresse de dire que si la fondation historique de la société en 76 est tout à fait documentée, le 1er mai 1776. En revanche, la référence à 1776 au bas de la pyramide est bien évidemment une invention, hein, parce que on a détourné
d'abord le grand saut des États-Unis de la fin des années 1780 et puis par la suite repris dans le billet d'1 dollar dans les années 1930 à l'époque de Franklin Delano Roosevelt pour attribuer bien évidemment toute cette symbolique aux Illuminati, puisque là on est dans l'ordre du mythe, et de dire, en fait, quand vous voyez 1776, vous pensez à l'indépendance des États-Unis d'Amérique, le 4 juillet 1776, mais en réalité, vous faites une sorte d'allégeance symbolique au projet de Spartacus et des siens qui date du 1er mai 1776. Et donc, je vais essayer d'aborder aussi bien la dimension historique de la société que le mythe qui s'en est nourri jusqu'à le vampiriser totalement. Donc, le premier temps de mon propos, c'est de dire que les Illuminati, c'est une histoire d'une dizaine d'années où le fondateur, en fait, propose un projet utopique. C'est vraiment le point de départ. Ça va évoluer, bien sûr, par la suite, qui consisterait pour ses membres à revisiter les mystères antiques. On est au siècle des Lumières. Il participe de la mouvance des Lumières qu'on appelle radicale, qui veut vraiment rompre radicalement avec le monde de l'Ancien Régime, mais aussi c'est un 18e siècle qui est fasciné par les cultes à mystères de l'Antiquité, hein, et notamment les mystères d'Éleusis dans la cité des Athéniens, hein, qui divisaient la cité entre ceux qui étaient admis au petit mystère, hein, où toute la cité finalement communiait autour du culte d'Éméter et Perséphone, hein, le passage de l'hiver au printemps, hein, la renaissance du monde, et ceux qui allaient plus loin dans l'initiation et qui avaient accès aux grands mystères. Les mystères d'Éleusis étant, par définition, on n'avait pas le droit de les révéler. Donc, on est vraiment dans l'ordre des cultes à mystère, donc du XVIIIe siècle, hein, tel que le XVIIIe siècle, pardon, les revisite. Voilà, un XVIIIe siècle, donc vous le savez, hein, jusqu'à là, ici à la pyramide, l'obélisque, etc., est absolument fasciné par l'Antiquité. Donc au départ, c'est un projet qui a rien d'exceptionnel, c'est un projet d'utopie pédagogique avec une fascination pour l'antique qui amènerait Weishaupt, qui est un jeune professeur de théologie à l'université d'Ingolstadt, hein, dans la Bavière de l'époque, eh bien, à redécouvrir, à proposer aux membres, hein, qu'il aurait recruté donc au sein d'une société dont il ne sait pas encore le nom, c'est pas encore Illuminaton, il hésite, une société secrète de sagesse pour l'humanité, c'est quand même un peu long, ordre des abeilles, etc. Donc, c'est vraiment une société qui se cherche avec un cadre qui est à la fois marqué par une sorte d'idéalisation de l'Antiquité et d'un projet pédagogique qui permettrait de s'arracher tout simplement à la tutelle ecclésiastique qui est très forte dans la Bavière catholique de cette époque-là. Et vous voyez, ces documents-là que j'ai repris dans la vignette de la projection Zoom qui est derrière moi, prouvent que malgré ce que je viens de dire, il y a quand même quelques occurrences à l'époque d'utilisation de l'expression Illuminati, hein, sortie directement du latin, là, pour dire qu'en fait, on est illuminé, éclairé. Il ne s'agit pas du tout d'un illuminisme chrétien à caractère mystique ici. C'est au contraire par la raison, par la sagesse. D'où la référence à la chouette que vous avez ici dans les documents, qui est la chouette de Minerve, la déesse de la sagesse. Donc là aussi, il y a une référence anté-chrétienne, hein, antérieure au christianisme, une référence païenne à travers la déesse de la sagesse, à travers le fait aussi, on l'a dans le document qui est en bas à droite, que les nouveaux membres vont devenir des Minervaux, hein, Minervales en latin, vont entrer dans la classe minervale, puisque c'est un ordre structuré en classe, donc des élèves de Minerve où ils vont former ce qu'on appelle une pépinière. Donc on est vraiment dans l'idéologie, dans l'utopie pédagogique, voilà, et dans l'idéologie des Lumières radicales. Et puis, vous voyez ces lettres sur un livre vierge, un livre qui reste à écrire, hein, c'est l'idée que à travers mes yeux, à travers ceux donc de la chouette de Minerve, à travers moi, eh bien, les aveugles voient. C'est-à-dire que c'est la sagesse qui va ouvrir les yeux des membres, de la même façon que Spartacus va les aider à arracher leur chaîne et à se libérer. C'est ça qu'il y a derrière le projet des Illuminati historiques à cette époque-là, même si vous voyez ponctuellement on utilise le terme latin Illuminati.
Alors pourquoi c'est important de le replacer dans son contexte? Parce qu'on est à une époque très particulière. On est dans une Allemagne divisée, hein. Il y a plus de 300 États euh, dans l'Allemagne de la fin du XVIIIe siècle. Ingolstadt est en Bavière, un des États importants de l'ensemble du Saint-Empire romain germanique, un État catholique, hein, dans une Allemagne à majorité protestante, et surtout une ville, Ingolstadt, qui était au siècle précédent, au XVIIe siècle, vraiment le porte-étendard de la reconquête catholique en Allemagne centrale. C'est au XVIIe siècle, premier tiers du XVIIe siècle, on a la guerre de 30 ans, et de manière générale, on a l'affrontement catholique et protestant, et à Ingolstadt, on a vraiment la présence jésuite qui vient armer intellectuellement et idéologiquement la reconquête catholique face au protestantisme au pluriel qui avait beaucoup poussé euh, depuis le XVIe siècle jusqu'à cet affrontement majeur qu'est la guerre de 30 ans dans l'espace germanique. Mais au XVIIIe siècle, ça a considérablement changé. Les jésuites sont très influents dans l'éducation. La plupart des élites catholiques sont formées dans les collèges jésuites. Ils sont très importants aussi auprès des princes, dont ils sont souvent les confesseurs, mais ils sont attaqués de toutes parts. Ils sont attaqués de toutes parts, alors par exemple en France par les magistrats, etc., qui sont plutôt jansénistes, mais aussi par les philosophes, même si nombre de ces philosophes ont été formés par eux, hein, jusqu'en France, si on pense à Voltaire, etc. Mais dans le cas qui nous intéresse ici, on leur reproche, lors de différentes affaires qui deviennent des affaires d'État, au Portugal, en France, hein, dans les années 1760, donc dans la décennie qui précède la fondation des Illuminati, d'avoir armé le bras de certains régicides ou tentatives de régicide, d'être beaucoup trop influent, d'être beaucoup trop au service du pape, puisque la compagnie de Jésus, avec à sa tête un général, sert directement le pape, hein, et sous autorité pontificale. Et donc, ils sont les cibles de très nombreuses attaques, y compris de jalousie au sein même de l'Église. Et en 1773, le pape finit par céder sous ces pressions et supprime la Compagnie de Jésus, supprime l'ordre des jésuites, hein. Et donc on pourrait se dire, de la part de quelqu'un comme Weishaupt, qui lui-même a été leur élève et puis veut s'émanciper de leur tutelle, bon, il n'y a plus rien à faire puisque le pape lui-même a supprimé l'ordre des jésuites et en fait, il ne le reconstituera qu'en 1814. Donc, pendant 40 ans, on a des ex-jésuites, y compris qui vont combattre les Illuminati par la suite. On connaît de nom l'abbé Baruel. Eh bien, à cette époque-là, on peut se dire que les jésuites ont vraiment énormément de difficultés. Vous voyez sur la gravure de droite un monstre, hein, qui dévore tout simplement, dévore les jésuites. Donc, on pourrait se dire, à quoi bon ce combat puisqu'il est déjà gagné. Mais dans l'idée, et ça c'est très important pour comprendre que la vision complotiste du monde est souvent partagée par un camp et par un autre, ici par ceux de Weishaupt et puis ensuite par leurs ennemis. Weishaupt lui-même estime que, en fait, les jésuites sont encore plus dangereux après la suppression, après 1773, parce que désormais, ils doivent avancer masqués, hein, ils doivent dissimuler leur noir dessein. Et donc, il explique que plus que jamais, dans cette lutte entre lumière et anti-lumière, il doit, hein, tout simplement mobiliser, recruter, former, hein, ouvrir les yeux des futures générations. Il s'adresse d'abord à des étudiants. À ce moment-là, ça va changer par la suite, tout simplement pour finalement nourrir son ordre, se développer et s'arracher à cette tutelle idéologique et éducative. C'est assez étonnant, mais c'est quelque chose de très présent qu'on a oublié aujourd'hui. Mais tout au long du 19e siècle, le siècle suivant, il y aura vraiment une vision très conspirationniste des choses qui imagine que les jésuites sont partout, qui sont très influents. On l'a jusqu'à chez Eugène Sue, etc. Et de nombreux romans du 19e siècle, l'idée que les jésuites sont extrêmement puissants. Et, euh, et même pour l'époque toute contemporaine, hein, quand le pape François a été élu, premier pape jésuite, eh bien, on a eu cette musique, cette petite musique du pouvoir jésuite, hein, qui est ressortie, y compris
dans certains rangs de l'Église. Donc, ça, c'est pour insister sur le contexte. C'était vraiment important de comprendre le projet en relation avec la situation dans l'espace germanique et en Europe de manière générale dans les années 70. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, entrons dans le détail de l'organisation des Illuminati historiques pour voir à quel point, finalement, cette origine des cultes à mystère de l'Antiquité et cette prégnance donc, de l'Antiquité a finalement infusé sur le projet de Weishaupt, de Spartacus. Ben, on le voit très nettement, ne serait-ce qu'avec le vocabulaire. Le siège de l'ordre, ici, Ingolstadt, c'est devenu l'aréopage, comme l'assemblée qui se tenait sur la colline d'Arès. Euh, donc, Ingolstadt elle-même est renommée Éleusis. La Bavière, dans la géographie mythique des Illuminaten, c'est la Grèce. Munich, sa capitale, c'est Athènes. Et on est vraiment dans cet horizon extrêmement frappant, qui est celui d'une antiquité revisitée. Et j'ouvre juste une parenthèse, mais pour montrer parfois que c'est pas d'un côté l'histoire et de l'autre le mythe, les deux peuvent bien évidemment se rencontrer, se nourrir l'une l'autre. Le, L'inspiration forte que représente la Grèce antique, mais une Grèce imaginaire, réinventée en Bavière, non seulement au XVIIIe siècle, mais au début du XIXe siècle, fera que finalement, quand la Grèce va prendre son indépendance, après une guerre d'indépendance particulièrement sanglante contre l'Empire ottoman, et bien qu'on va créer donc ce qu'on appelle le nouvel État néo-hellénique, la nouvelle Grèce sous forme d'un royaume, eh bien c'est tout naturellement en Bavière qu'on va choisir son premier roi, qui sera Othon Ier, pour qu'il devienne le roi de cette Grèce nouvelle du 19e siècle. Donc vous voyez que ce n'est pas simplement au niveau du mythe, il y a vraiment une relation très forte entre la Bavière et puis la Grèce imaginée ou imaginaire donc du XVIIIe siècle, mais même au-delà. Et ça, c'est pour vous montrer, à partir de la référence de quelques livres qui ont eu énormément de succès en Europe à cette époque-là, à gauche de Warburton, qui était l'évêque de Gloucester, sur une façon du divin héritage de Moïse, ce goût de l'antique, à droite, à Ispahan, non fictif bien évidemment pour la publication de cet ouvrage français, Histoire critique des mystères de l'Antiquité, qui a eu énormément de succès. Donc on est dans une ambiance où on baigne dans ce goût de l'antique et dans cette façon de revisiter l'antique et les cultes à mystère, aussi bien pour la Grèce et pour l'Égypte pharaonique. Et les deux influencent énormément l'imaginaire des Illuminateurs par la suite. Alors, le succès de ce projet est très relatif. Et je dirais même que, né en 1776, il est quasiment insignifiant parce que Weishaupt n'arrive pas à se sortir de son horizon pédagogique à lui. Il demande aux nouveaux membres de faire des travaux, des dissertations. Il appelle même ça un pensum. Donc, vous voyez, c'est resté. Finalement, très peu le rejoignent. Très peu le rejoignent parce qu'ils ont l'impression d'être à l'école. Des ordres secrets à caractère initiatique, il y en a énormément au XVIIIe siècle. Et pourquoi le sien plutôt qu'un autre? En plus, c'est quelqu'un qui est assez mégalo, voire totalement mégalo. Ça va se renforcer au fil du temps. Il a une très forte idée de lui-même. Quand il recrute ses premiers lieutenants, il se considère à Jésus, il se compare à Jésus qui enverrait ses apôtres évangéliser. Donc, c'est pas forcément quelqu'un de très sympathique. Donc, le mouvement, finalement, dans les 2 premières années, n'a que, comme je l'ai dit, un succès très relatif, voire pas de succès du tout. Le grand changement, c'est lorsque l'un des lieutenants de Spartacus a l'idée, qui va être une idée révolutionnaire formée l'ordre des Illuminateurs, a l'idée de puiser dans un ordre qui n'est pas du tout un ordre secret. C'est là qu'il ne faut pas faire de confusion entre les Illuminateurs et la franc-maçonnerie dont je vais parler dans un instant, mais qui est un ordre initiatique où il y a des secrets partagés, c'est ceux de l'initiation,
hein, mais qui, à l'époque, a très largement pignon sur rue, qui est tout à fait connu. Il y a certains espaces, certains territoires dans l'Europe du XVIIIe siècle où la franc-maçonnerie a des difficultés, voire est condamnée, hein, mais c'est tout à fait ponctuel et ça n'est absolument pas général. Donc, ce lieutenant s'appelle Knigge, un K-N-I-2-G-E. C'est un aristocrate allemand, connu jusque-là plutôt pour un ouvrage de savoir-faire mondain et aristocratique, mais il se trouve que c'est un maçon convaincu, un maçon important d'une maçonnerie chrétienne et chevaleresque, qu'on appelle la franc-maçonnerie templière à cette époque-là, hein, qui revisite le souvenir de l'ordre templier. Et lui estime que c'est dans les rangs de la franc-maçonnerie qu'il faut recruter ceux qui vont ensuite former le vivier des Illuminatens. C'est-à-dire que lui n'est plus pour recruter de jeunes étudiants qui vont éclore dans la pépinière, hein, puisque c'était le terme utilisé par Weishaupt, comme je vous l'ai dit il y a un instant, hein, de la première classe. Non, non, il estime qu'il faut en fait, si on veut développer l'ordre, il faut gagner en vitesse, gagner du temps en recrutant au sein de la franc-maçonnerie des gens qui ont déjà eu le filtre de l'initiation partagée et tout simplement qui sont un peu plus âgés, plus avancés dans la carrière et donc qui vont permettre de relayer ces thèses des Lumières radicales. Donc c'est vraiment un choix fonctionnel, stratégique de la part de Knigge de dire, voilà, c'est dans la franc-maçonnerie qu'il faut choisir nos futurs membres et pas simplement dans les universités de cette époque-là. Et ça, c'est vraiment un tournant parce que Weishaupt lui-même a été reçu franc-maçon l'année même où il a créé les Illuminaten en 1776, mais c'est un franc-maçon peu actif qui trouve que son ordre à lui est beaucoup plus intéressant que la franc-maçonnerie et donc il n'a pas du tout perçu l'importance de ce qu'est la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, à la différence de Knigge. C'est vraiment lui qui permet à l'ordre de quelques membres de grimper très vite. On sera jusqu'à plus de 2000 membres hein, identifiés. Donc, c'est vraiment un décollage tardif par rapport au début de l'ordre, mais vraiment extraordinaire, remarquable, et qui doit totalement aux capacités d'organisation de cet homme qu'est Knigge. Et j'insiste là-dessus parce que souvent, après, y compris dans une lecture complotiste, on a mélangé très tôt hein, les Illuminati aux francs-maçons, alors qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. On a un ordre secret d'un côté, clairement, les Illuminatons devenus Illuminati dans le mythe. On a ensuite la franc-maçonnerie, hein, qui est un ordre initiatique, mais où il n'est nullement question de comploter contre l'État, de comploter contre la religion, etc. On est vraiment dans la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle, donc une forme de sociabilité tout à fait légaliste, légitime, et qui n'a pas du tout l'intention de s'engager dans quoi que ce soit en termes de rupture avec la société d'Ancien Régime. La preuve, la plupart d'entre eux, hein, dans l'espace germanique tout particulièrement, adhèrent totalement à la société d'Ancien Régime et à la société des princes. Donc, c'est vraiment une main basse sur la franc-maçonnerie hein, que propose Knigge pour faire du chiffre, pour faire du nombre, hein, pour faire grossir les effectifs très rapidement. Et ça, c'est tout à fait important. Et j'insiste sur un point, euh, on va le faire de manière tout à fait cynique. C'est pour ça que beaucoup de francs-maçons ensuite combattront les Illuminatons parce qu'ils ont l'impression, à juste titre, hein, qu'on a vampirisé leurs effectifs, qu'on a volé leurs membres, qu'on a volé leur loge, vraiment d'une manière assez, oui, assez cynique, sans qu'ils se rendent compte, hein, sans qu'on leur dise ce qui était en jeu. Parce que Knigge et Weishaupt, qui pendant un temps suit son lieutenant, parce qu'il est bien obligé de se rendre compte que quand lui recrutait une poignée de membres, hein, au début ils sont cinq, hein, vous voyez, c'est très peu, alors que Knigge, lui, recrute des centaines de membres, il y a bien un effet de seuil qui s'établit entre les deux. Alors, comment font-ils pour procéder ainsi cyniquement? De deux manières. D'abord, il y a le recrutement individuel. Il faut imaginer que les
Illuminaten ont vraiment un recrutement de type agressif. Hein. Je vous montrerai quelques extraits de documents tout à l'heure. Vous verrez que pour une société secrète, ils laissent énormément d'archives. Ils ont beaucoup écrit entre eux et surtout, ils ont donné à leurs agents recruteurs toute une série de consignes, d'écrits, à commencer par Weishaupt lui-même, hein, tout simplement pour vanter le goût, le plaisir hein, qu'on a, c'est le terme qu'il emploie, à appartenir à une société secrète. Le secret fait peur, mais c'est aussi un extraordinaire outil publicitaire pour attirer de nouveaux membres. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait significatif et de tout à fait frappant. Donc, en fait, on va aller démarcher, débaucher des francs-maçons pour qu'ils adhèrent individuellement à l'ordre des Illuminateurs. Tout simplement en leur proposant effectivement de participer à ces cultes à mystère tournés vers l'Antiquité, la franc-maçonnerie de l'époque, hein, surtout celle des hauts grades, ceux qui sont supérieurs à apprentis, compagnons, maîtres, apprécient aussi tout particulièrement, c'est dans l'air du temps, ces cultes à mystère antique, etc., ces nombreuses références à l'Antiquité revisitée. Donc on va leur proposer ça, et puis on va faire quelque chose d'encore plus cynique, on va créer de pseudo-loges maçonniques. C'est-à-dire qu'en fait, l'ordre, lui, est organisé en ce qu'on appelle des églises minervales. Hein, donc, on va donner à ces églises minervales toute l'apparence d'une loge maçonnique. Elles auront un nom inspiré des loges maçonniques, elles auront des symboles maçonniques, elles auront aussi une organisation avec des officiers qui auront les noms des officiers dans les loges maçonniques, vénérables, orateurs, premier, second surveillant, etc. Elles auront tout de l'apparence d'une loge maçonnique, elles fonctionneront même comme une loge maçonnique, mais derrière chacune d'entre elles, il y aura une direction secrète qui n'obéira que à l'aréopage et à sa tête, Weishaupt. C'est-à-dire qu'en fait, lui-même qui voulait se débarrasser de la tutelle jésuite se considère comme le général de son ordre, c'est-à-dire qu'il n'a jamais rompu avec ceux qui étaient ses éducateurs passés. Et donc, on a cette structure-là, tout à fait originale, hein, qui doit servir à vampiriser les effectifs de la franc-maçonnerie pour, consciemment ou pas, et souvent c'est inconscient, sans le savoir, eh bien, alimenter l'ordre des Illuminateurs. Je vais vous montrer cette structure dans un instant, mais avant ça, je voudrais dire que pourquoi ça va fonctionner, parce que la franc-maçonnerie alors connaît un développement accéléré. Il faut bien imaginer que dans l'Allemagne de l'époque, on a entre 20 000 et 30 000 francs-maçons. En France, entre 40 et 50 000 en effectif cumulé à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire un ratio par rapport à la population actuelle identique. Hein, si aujourd'hui en France, vous avez entre 140 et 150 000 francs-maçons rapportés à 68 millions d'habitants, à l'époque, on est à 40-50 000 hein, sur 28,5 millions d'habitants en 1789. C'est considérable. Il n'y a aucune autre forme de sociabilité volontaire, hein, donc largement tolérée par les autorités en France à titre de comparaison à partir de 1740, mais pas officiellement reconnue. Aucune autre forme de sociabilité ne peut concurrencer la franc-maçonnerie. Hein, on ne la trouve pas seulement dans les grandes villes, dans les petites villes, même parfois dans les gros bourgs, etc. Et ça, c'est vrai à l'échelle du monde, puisque la franc-maçonnerie est non seulement européenne au XVIIIe siècle, mais elle a projeté des loges donc jusqu'aux Antilles, à Canton, etc., etc. Donc c'est vraiment un phénomène massif, mais dans l'espace germanique, il y a un contexte très particulier. C'est que la franc-maçonnerie s'est développée tellement vite qu'elle connaît une crise. Elle connaît une crise de croissance. Elle connaît une crise de croissance parce que tout simplement, il y a des ordres qui se sont structurés un peu partout, des loges aussi, des rivalités de personnes sont arrivées, et donc elle est organisationnellement instable parce qu'elle a cru trop vite. Et c'est vrai notamment pour la maçonnerie templière dont je parlais tout à l'heure, qu'on appelle la stricte observance templière. Hein, elle est née, la stricte observance est née en Allemagne au milieu du XVIIIe siècle, puis s'est diffusée à l'échelle de l'Europe continentale, y compris en France. Donc c'est une maçonnerie templière qui est à la fois chevaleresque, chrétienne, mais qui est en crise parce qu'il y a des problèmes de personnes et elle s'est développée trop vite. Et ce qui est assez intéressant,
c'est qu'en fait, c'est dans cette maçonnerie chrétienne et chevaleresque qu'un ordre qui veut se débarrasser de la tutelle des jésuites, en tout cas, c'est comme ça que le pensait Weishaupt, va venir recruter. Et c'est là qu'on voit déjà une petite différence qui ira croissante entre le projet initial, radical, de Weishaupt et le projet tel qu'il évolue chez Knigge, qui est beaucoup moins tourné vers les lumières radicales, etc., que simplement de dire là, on a une franc-maçonnerie qui a un extraordinaire vivier, qui a des milliers de membres, mais qui est en crise organisationnelle, eh bien, venons hein, leur proposer de venir chez nous, y compris à ceux qui sont tout fiers d'être chevaliers, etc., d'avoir des noms d'ordre, des cérémonies fastueuses, etc., mais qui ne sont pas forcément engagés hein, dans la question des lumières radicales. Donc il y a un paradoxe, mais en tout cas, c'est une réalité. Il y a vraiment une nouvelle voie qui est explorée par Knigge avec succès. Et là, je vous ai pris sur cette vue-là, aussi bien l'organisation, si vous regardez à droite, le tableau que j'ai fait, des Illuminaten en trois classes. La première classe, hein, celle dont je parlais tout à l'heure, celle des églises minervales, la fameuse pépinière, hein, qui, au départ, comme je dis, démarre lentement et puis ensuite augmente ses effectifs, mais relativement modeste si vous comparez à ceux de la deuxième classe. La deuxième classe, c'est celle qu'a vraiment inventé, créé Knigge pour faire du nombre. Et je vous invite, je le traduis dans un instant, mais j'ai voulu exprès le garder tel que dans la correspondance de Weishaupt pour montrer que ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. La deuxième classe va être nommée Freimaurerei en allemand, franc-maçonnerie. Donc, vous voyez, il y a vraiment volonté de faire main basse sur la franc-maçonnerie, puisque la deuxième classe des Illuminaten va se nommer d'un ordre qu'on veut capter, avec une organisation que les loges maçonniques du XVIIIe siècle connaissent très bien. D'abord, les loges symboliques, symbolische, là sur mon organigramme de gauche, avec apprentis, compagnons et maîtres, les trois premiers grades, et ensuite ce qu'on appelle une maçonnerie écossaise. Elle n'a d'écossaise que la référence mythique, bien évidemment, à l'Écosse, c'est-à-dire une franc-maçonnerie des hauts grades. Et donc là, on va faire une sorte de correspondance entre les grades propres aux Illuminaten et les grades maçonniques. Par exemple, le novice écossais ou le chevalier écossais, eh bien, l'un va être Illuminatus Major et l'autre Illuminatus Dirigent. Donc, en fait, c'est une façon de montrer que on a enquisté dans cet ordre des Illuminaten une classe destinée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à capter les ressources maçonniques, quitte à donner des correspondances assez étonnantes entre une franc-maçonnerie chrétienne et templière d'un côté, et puis un ordre des Illuminaten qui n'a quand même pas du tout renoncé à son projet de libération par les lumières radicales. Donc c'est une sorte de grand écart, totalement surprenant, mais qui va très bien marcher. Et tout à fait cynique aussi du point de vue de la fidélité aux idées du projet initial. Et puis vous avez une troisième classe. Hein, et en fait, la deuxième classe est la création de Knigge, mais le projet de Weishaupt, c'est la première et la troisième, la pépinière, Pflanzschule, hein, la première, et les mystères. Et là, on revient au mystère d'Éleusis, mais transfiguré par le projet de Weishaupt, avec des petits mystères et des grands mystères, exactement comme celui d'Éleusis, mais avec des termes qui vont interroger les autorités quand, dans quelques années, hein, quand on aura poursuivi notre histoire, dans quelques années, les autorités vont découvrir l'ampleur de cet ordre des Illuminaten et puis surtout, donc, toute une série de textes qui les concernent. Puisque les grades qu'on donne là ne sont pas du tout des grades neutres. Prêtre, prince, mage, roi, dans une société d'Ancien Régime, ça fait peur aux autorités, bien évidemment, et ça inquiète. Et j'ai mis les correspondance de part et d'autre. Et puis aussi, plus de 400 membres hein, dont on sait qu'ils ont appartenu à l'ordre des Illuminaten, mais on ne sait pas à quelle classe ils appartenaient, puisque beaucoup encore ne sont connus que par leur nom d'ordre et pas par leur état civil, profane, entre guillemets. Hein. Et donc, ça explique, si vous voulez, l'évolution. Mais vous voyez que la deuxième classe, celle qui vampirise la maçonnerie, est de très très loin la plus nombreuse. Et ce qui est amusant, hein, du point de vue du développement, vous voyez, qui a été au début très limité, puis ensuite il y a une accélération brutale, c'est que si vous regardez donc la présentation de gauche, celle qui est directement tirée de la correspondance
de Weishaupt, il a mis à propos de Mage et Rex, de Magus et Rex, noch nicht gemacht, qui en allemand veut dire pas encore fait. C'est-à-dire que cet ordre, il se structure au fur et à mesure, il apprend à marcher en marchant. Au fur et à mesure qu'il se développe, il se structure. Et quand vous êtes dans la deuxième classe, vous voulez aspirer à la troisième classe. Quand vous êtes dans les premiers grades de la troisième classe, vous voulez aller jusqu'à la réopage, donc cette direction secrète de l'ordre, vous voyez, 19 membres. Et donc, quand on est dans les grands mystères, les grosses mystérien, eh bien, on doit préparer ce qu'on appelle au XVIIIe siècle, en référence au vocabulaire maçonnique, et puis bien sûr religieux, le catéchisme, c'est-à-dire le rituel propre à chaque classe, etc., comment vous vous structurez. Et c'est le cahier propre à chaque grade où on va savoir quelles sont les questions et réponses, comme dans un catéchisme qu'on va poser aux nouveaux membres, le développement est tellement rapide que Weishaupt n'a même pas eu le temps de rédiger. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il dit pas encore fait. C'est-à-dire qu'il prévoit des grands mystères pour les mages et les rois, mais il n'a même pas eu le temps de rédiger aussi bien le cahier du grade que les livres qu'on va donner, parce qu'il n'oublie jamais le projet pédagogique, les livres philosophiques qu'on va proposer à la lecture des membres, etc. Et là aussi, comme vous voyez la gradation entre première, deuxième, troisième classe, on commence par une philosophie tout à fait classique. N'oublions pas que c'est un professeur de théologie à l'origine. Et quand vous arrivez à la troisième classe, celle des mystères, eh bien là, on va voir qu'il n'a pas du tout abandonné son projet de lumière radicale parce qu'il va proposer, par exemple, des lectures, pardon, de philosophes matérialistes, voire tout à fait athées, d'Helvétius, d'Holbach, etc. Mais bien évidemment, il ne les propose pas à ceux qui sont juste entrés dans l'ordre parce que tout simplement, ces ouvrages, par leur côté radical, sulfureux, pourrait effectivement freiner un certain nombre, déranger un certain nombre de frères qui viennent juste d'entrer dans l'ordre. Donc il y a vraiment l'idée d'une progression à la fois de la pépinière jusqu'à l'aréopage pour certains, jusqu'à la classe des mystères pour ceux qui iront jusqu'à la troisième classe, mais en même temps avec au sens propre une radicalisation, c'est-à-dire aller jusqu'aux racines des Lumières. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a une contradiction majeure entre ça et le fait d'aller piocher ses membres une franc-maçonnerie, celle de la stricte observance, qui est vraiment d'obédience chevaleresque et mystique. Et donc, pour arriver à aller au-delà de ces contradictions, eh ben, chez Weishaupt, tout simplement, il faut vendre le secret. Le secret, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment un outil publicitaire. Et donc ça, c'est effectivement, ça choquera certains qui vont trouver que finalement, il y a un côté, tout à l'heure je disais cynique chez Knigge, chez lui, il y a un côté opportuniste, c'est-à-dire vraiment imaginer que c'est comme une société d'ordre, une société d'ancien régime, faire commerce des mystères antiques. Et voilà ce qu'il écrit à l'un de ses, j'ai mis mon commentaire au-dessus, voilà ce qu'il écrit à un de ses agents recruteurs, un de ses lieutenants. On cite comme exemple l'ordre des Jésuites. Je vous rappelle qu'en fait, il veut se débarrasser de l'héritage de l'ordre des Jésuites, mais c'est toujours par rapport à lui qu'il se place. Celui des francs-maçons, les sociétés secrètes de l'Antiquité. On affirme que tous les événements importants de l'histoire du monde sont amenés par sans cause et ressorts cachés, parmi lesquels les sociétés secrètes jouent le rôle le plus important. Donc vous voyez qu'on n'est pas, on pourrait tout à fait tenir le même discours dans le camp opposé, celui des anti-lumières qui se nourrissent donc de références qu'on appelle à l'époque subversives. On parle de la théorie de la subversion et qu'on va appeler par la suite théorie de la conspiration. Donc en fait, les deux se rejoignent sur cette vision du monde où en fait ce sont les ressorts secrets qui tirent l'histoire. On vante le plaisir, tout à l'heure je vous parlais déjà du plaisir, qu'on éprouve à exercer un pouvoir occulte. On est quand même censé travailler là aux lumières, tous les luminaires tout à l'heure avec sa chouette, à travers moi, les aveugles voient. Là, on va vanter le plaisir qu'on éprouve à exercer un pouvoir occulte, à posséder les connaissances les plus secrètes et les plus mystérieuses. Donc, on voit toutes les contradictions du mouvement, mais
N'empêche, ça permet une sorte d'attrape-tout qui a beaucoup de succès, des lumières radicales à ces francs-maçons qui hésitent parce que leur ordre s'est développé trop rapidement. Et ça existe pas seulement en Bavière, ça existe aussi à Vienne. Hein. Ici, vous êtes dans la loge voisine de celle de Mozart. Mozart étant membre de la franc-maçonnerie, mais pas des Illuminaten, son grand ami, Ignaz von Born, lui-même aussi un élève des ordres religieux, des ordres catholiques, parce que l'Autriche elle-même, bien sûr, est catholique. Vienne est la capitale de l'Empire. Ignaz von Born, hein, c'est une des grandes figures scientifiques de l'Autriche de cette époque-là, de Vienne. Hein, il s'occupe des collections de minéralogie, des collections naturalistes de Marie-Thérèse et ensuite de son fils, l'empereur Joseph II. Et c'est quelqu'un qui est vraiment été passionné par le projet d'émancipation par les Lumières. Donc, il s'est vraiment passionné pour le projet des Illuminaten, mais qui n'est pas du tout dans le même cynisme que Weishaupt, dans le même côté mégalomane que Weishaupt. Ce qui caractérise la figure de Born, hein, qui est vraiment une figure intellectuelle majeure dans l'Europe de son temps, c'est que c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un d'humaniste, c'est quelqu'un qui est dans le partage, donc pas du tout le type de personnalité de Weishaupt. C'est quelqu'un qui est très proche de Mozart, hein, et d'ailleurs Mozart lui a dédié plusieurs de ses œuvres. Et donc, avec des gens comme Born, des recrues comme lui, eh bien, on va faire venir à l'ordre en fait des Illuminaten, y compris donc de jeunes étudiants, etc., ou des gens plus âgés, mais qui vont venir pour vous voyez, la capacité d'attraction intellectuelle et bienveillante, hein, parce qu'on est dans la logique bienveillante des Lumières ici, et pas simplement la publicité un peu malsaine pour le secret, hein, et le pouvoir occulte. Et donc, en fait, on va pouvoir proposer finalement tout un spectre d'attitudes, hein, et de lecture du projet des Illuminaten, depuis ceux qui vont se flatter d'appartenir à un ordre secret, et d'autres qui vont se dire, eh bien, en entrant dans les Illuminaten, on peut participer à l'éveil des arts, des sciences, des lumières. Regardez sur l'ex-libris de Born que je vous ai mis là, vous avez toutes les références aux arts, aux sciences, hein, qui font le projet de cette époque-là. Et donc, vous avez des francs-maçons comme Born, hein, qui vont adhérer aux Illuminaten parce que ils se disent qu'il peut y avoir un vrai projet d'émancipation par les sciences, par les arts, hein, puisque la composante savante et artistique est très marquée dans la tradition maçonnique du XVIIIe siècle, qui peut s'y épanouir. Et à côté de ça, eh bien, lui, Weishaupt n'abandonne pas son idée, hein, de tout simplement organiser un ordre secret qui permettrait de donner à ses membres, par étape, première, deuxième, troisième classe, eh bien, les techniques de gouvernement secret, les moyens de diriger. Et bien évidemment, quand on va découvrir leurs archives, ça servira, si vous voulez, ça viendra à charge dans le procès qu'on leur fera, tout simplement pour dire, vous voyez, ils prétendent éclairer le monde, ils prétendent diffuser les idées des Lumières, mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est gouverner le monde. Et ici, on a ce que Weishaupt prépare. Tout à l'heure, je parlais des cahiers de grade qui n'avaient même pas encore terminé pour le rituel d'admission à la troisième classe, hein, celle des petits mystères, ici avec presbytère ou petit prêtre. Et je vous lis juste un extrait. Vous voyez, tout à l'heure, on a vanté la dimension publicitaire du secret. Là, on va dire, si vous entrez dans l'ordre, si vous parvenez à la troisième classe, eh bien là, vous allez avoir un autre plaisir, celui d'apprendre les moyens de gouverner les hommes par une société, en appartenant à une société secrète. Et là, on est aux antipodes de ce qu'est la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. Mais sais-tu aussi ce que signifie dominer, diriger, gouverner au sein d'une société secrète? Souvenez-vous quand même qu'il a choisi Spartacus qui est censé libérer. Hein, gouverner, dominer, diriger. Non pas sur une foule inférieure ou plus distinguée, mais sur les meilleurs hommes de tout rang, nation et religion.
les dominer sans aucune contrainte extérieure, les unir durablement, leur insuffler un seul esprit, une seule âme. Et prévenir tout à la fin, prévenir la corruption générale qui divise, répandre par tous les moyens la grâce et la fortune, etc. Voilà le chef-d'œuvre de la politique unie à la morale. Sauf que la morale, elle est tout à fait discutable dans cette dimension au sens propre, hein, d'apprendre les techniques de gouvernement secret des hommes. Et c'est ça qui va à un moment donné, c'est ces contradictions qui vont être plus fortes que le progrès simplement des effectifs de l'ordre, faire apparaître non seulement des contradictions, mais de vrais lézards dans une société secrète, dans un ordre secret qui pourtant est très bien structuré en apparence, et ça va se manifester sous la forme de déception, parce que vous avez des frères qui, par exemple, sont à la première classe, mais qui aimeraient déjà être à la troisième, des frères francs-maçons qui réalisent quand même qu'on leur cache une partie du projet des Illuminatons et lorsque les effectifs augmentent, on atteint 2000, bien évidemment, on ne gère pas une société de 2000 personnes comme on gérerait une société de 10 à 15 membres. Les fuites commencent à apparaître, certains parlent, confrontent leurs expériences, puisque tout est censé être cloisonné dans cet ordre-là, et la conséquence va être très rapide. Hein. Il y a une série de révélations en 1784-1785, c'est-à-dire que l'ordre n'a pas encore 10 ans, hein, et la conséquence, c'est que les Illuminatons vont se trouver foudroyés. Alors, j'ai mis foudroyé par les autorités et j'ai mis en parallèle ici d'abord un des textes de Weishaupt, parce que si l'ordre va être interdit en 1785, Weishaupt, lui, va vivre jusqu'en 1830. C'est-à-dire que souvent, comme le mythe va apparaître à la fin des années 90, on fait comme si finalement la société avait vécu un peu moins de 10 ans, le mythe était apparu 10 ans après son interdiction, et puis que rien n'avait changé. Mais non, pas du tout. Hein. Weishaupt, comme il vit jusqu'en 1830, il a le temps de réécrire son histoire. Il a le temps de publier énormément de textes, dont celui que vous avez à gauche, sur une autre société antique, c'est plus le culte à mystère d'Éleusis ici, c'est les Pythagoriciens, et c'est Pythagore où en fait les observations sur l'art de gouverner secrètement. Vous avez là Geheimer Regierungskunst, l'art du gouvernement secret des hommes. C'est-à-dire que dans son texte de 1790, finalement, il révèle ce qu'il a écrit là, c'est-à-dire comment on apprend dans la troisième classe, celle des petits et des grands mystères, non plus c'est d'Éleusis cette fois, mais celle d'une société secrète, antique, les pythagoriciens, autour de Pythagore. Hein, on connaît tous Pythagore pour les mathématiques, bien évidemment, et puis il y a la musique pythagoricienne, etc. En fait, tous les éléments qui vont permettre donc d'influencer les esprits, les opinions, l'organisation des choses, etc. Donc finalement, lui, par-delà la croissance numérique, les effectifs, il n'a jamais abandonné l'idée, eh bien, mais à sa manière, hein, donc de contrôler les esprits, de former étape par étape un certain nombre de membres. Et ça explique que quand les autorités vont expliquer que son mouvement est organisé d'un point de vue sectaire, hein, comme s'il était le gourou de la secte, eh bien, c'est exagéré par certains côtés, mais tout à fait vrai par d'autres. Voilà. Et ça, on ne peut nier que le côté manipulateur de Weishaupt soit très présent, de Spartacus soit très présent dans son organisation. Et à droite, ce que j'ai mis, c'est la réponse des autorités bavaroises aux secrets, vous voyez, multiples, hein, multiples types de secrets que propose Weishaupt à ses membres. Pourquoi? Parce que les autorités bavaroises, elles choisissent quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on pratiquait jusque-là. Jusque-là, quand il y avait une affaire de ce type-là, hein, on a des princes qui sont membres des Illuminati, on a des ministres, on a des gens puissants. Jusque-là, eh bien, on les disgraciait, on réglait ça de manière discrète. Là, pas du tout. Quand les autorités ont vent de l'existence de cet ordre secret, quand elles ont vent de l'importance qu'il a pris, comme je disais tout à l'heure, au moins 2000 membres, eh bien évidemment, et pas simplement en Bavière, hein, en Prusse, etc., à travers l'ensemble de l'espace germanique, en Scandinavie. Vous verrez tout à l'heure quelques
quelques extrémités, quelques excroissances poussées vers la France ou vers l'Italie du Sud. Donc, les autorités prennent peur et elles décident donc de lutter contre le secret par le dévoilement. Et ça, c'est tout à fait nouveau. En publiant tout, les listes de membres, les documents, hein, en livrant au public les preuves donc du projet, hein, porté par Weishaupt. Et le projet de contre-société, de rupture avec l'ordre établi, etc., etc. Et bien évidemment, tous les grades ici, là, de roi, de prêtre, de mage, etc., tous les textes de Weishaupt sur le goût du gouvernement secret, eh bien, vont avoir un effet absolument de sidération sur l'opinion et en même temps délétère pour l'ordre. Et là, je vous donne un exemple. Vous voyez, j'ai pris la version française, puisque le français est la langue de communication européenne du temps. Et ce qui est tout à fait intéressant, là, c'est qu'on est, vous voyez, 1794, on est 7 ans après, pardon, 9 ans après l'interdiction de l'ordre, puisque je vous ai dit 84 et 85. Et là, on est encore en train de diffuser un certain nombre de textes comme ça. Et vous verrez sur la diapositive, hein, qu'on vous dit que ce sont les documents qu'on a trouvés, voyez, lors d'une descente de police, lors d'une visite domiciliaire, fait chez le baron Bassous. C'est la première diapositive que j'ai montrée au début, celui que Weishaupt voulait recruter dans l'ordre pour que, en raison de son importance sociale, il puisse donner un certain lustre. Hein, on était avant l'arrivée de Knigge. Donc, c'est tout à fait intéressant de voir que on va révéler au public, eh bien, l'ampleur de la conspiration. Donc, d'un côté, vous avez des gens qui veulent manipuler, et vous avez un fondateur qui veut utiliser le secret comme mode de gouvernement. Et puis de l'autre, vous avez un gouvernement réel, celui-ci, celui du duc de Bavière, qui veut révéler au public l'ampleur de la conspiration et la manière dont il est un bon gouvernement, puisqu'il a réussi à la démanteler, etc. Donc c'est vraiment le secret comme mode de gouvernement d'un côté et comme le bon gouvernement comme manière de dévoiler les secrets de ceux qui aimeraient les garder cachés. Donc, vous voyez, avant même le mythe des Illuminati, on est plein autour de la question de la conspiration, hein, et de la façon dont on la traite. Donc, cette interdiction de 1784 et surtout de 1785, elle sème la panique au sein de cet ordre secret parce que, comme je vous l'avais dit il y a un instant, il y a en son sein des princes, des ministres, des gens influents, y compris dans l'ordre ecclésiastique. Alors ça, c'est assez étonnant quand on pense au projet des Lumières radicales, mais c'est ainsi. Et vous avez par exemple à gauche, hein, le duc de Saxe-Gotha-Altenbourg, donc un de ces plus de 300 États allemands indépendants, Ernst II, qui lui est un membre des Illuminaten, hein, il est même parmi ceux qui sont au sommet de l'ordre. Eh bien, il va faire de ces États aussi bien à Gotha qu'à Weimar, un refuge, hein, un refuge pour les Illuminateurs après leur interdiction. Et c'est de ces États que Weishaupt, qui a réussi à s'y réfugier, hein, va continuer à publier, à écrire, à refaire son histoire. Donc, jusqu'à sa mort en 1830, comme je vous le disais tout à l'heure. Et bien évidemment, c'est quelque chose de tout à fait isolé, puisqu'ici, on est dans le domaine du refuge. Par contre, vous avez un certain nombre de membres des Illuminati convaincus qui ne veulent pas abandonner le projet, parce que s'ils sont conscients des limites à la fois personnelles et morales du fondateur, Spartacus, ils trouvent que le projet, en tant que projet des Lumières radicales, est un bon projet. Et l'un de ceux-ci, c'est Bode, que vous avez ici, Johann Joachim Christoph Bode, qui est à la fois un autodidacte des Lumières. Hein, il a commencé à travailler très jeune. Ensuite, il est devenu traducteur, homme de théâtre, etc. Il était tambour dans un régiment au départ. Donc, il a une vie tout à fait intéressante. C'est pas du tout quelqu'un du même niveau social que Ignace von Born à Vienne, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui a la même bienveillance, le même caractère humain qui lui fait gagner énormément d'amitié, de soutien, etc. Et lui, Bode, jusqu'à sa mort en 93, décide de ne pas abandonner. Il ne veut pas abandonner les Illuminaten parce qu'il trouve que c'est un bon projet. Il ne se réfugie pas comme Spartacus chez Ernst II. Il décide de reprendre
la route, mais cette fois pour essayer d'implanter l'ordre des Illuminati euh, de manière non plus secrète, mais même clandestine, puisque les premières interdictions sont arrivées. Donc il faut augmenter son caractère secret, il faut éviter les mêmes formes d'amateurisme précédentes où beaucoup de gens en parlaient, etc., etc. Il faut recruter un petit nombre de membres, mais dans des lieux stratégiques hors de l'espace germanique, permettre à l'ordre de se réorganiser, de se restructurer. Lui-même décide d'aller à Paris. On est à l'été 1787, on est 2 ans après l'interdiction. Il se rend à, la réunion euh, donc de savants et d'érudits qui se passionnent pour la franc-maçonnerie, qu'on appelle les Philalètes, les amis de la vérité, littéralement, à leur invitation. Et secrètement, il va en profiter pour recruter un certain nombre d'entre eux, une poignée d'entre eux, ils sont 5, 3 puis 2 de plus, donc 5, tout simplement pour en faire un noyau, on va appeler les Philadelphes, donc littéralement ceux qui aiment leurs frères. Philadelphe, ça fait penser à Philadelphie, etc., tout ce mouvement-là, tout simplement, qui permettrait, lorsque l'orage sera passé, de reconstituer l'ordre des Illuminati. C'est ce que fait Bode en France, et il envoie un jeune étudiant prometteur danois qui s'appelle Friedrich Münter, qui un jour deviendra archevêque luthérien de Copenhague, qui est vraiment là, comme Born, un grand savant du XVIIIe siècle, mais en devenir, ce n'est qu'un étudiant à cette époque-là. Lui, il envoie à Naples. Naples, c'est la troisième ville européenne derrière Londres, en importance derrière Londres et Paris au XVIIIe siècle, en se disant, on est suffisamment loin de la Bavière et de l'espace germanique pour pouvoir se restructurer, se réorganiser, et d'un Paris d'un côté, de Naples de l'autre, on pourra reprendre un certain nombre d'initiatives. On sait même que l'ordre a traversé l'Atlantique, puisqu'il y a eu un projet d'implantation d'une colonie, comme il y a des colonies aux États-Unis à cette époque-là. On était même avant l'indépendance américaine 76, mais obtenue en 83. On est au début des années 80, donc on est après la déclaration d'indépendance, mais avant la reconnaissance de l'indépendance par le traité de Versailles en 1783, après la guerre d'indépendance. Un projet qui s'appelle Elyséum, donc d'implantation d'une petite colonie des Illuminati dans les Carolines. Donc il y a vraiment, vous voyez, des initiatives tous azimuts pour essayer de faire revivre l'ordre. Alors bien évidemment, tout ça, et ça sera le dernier temps de mon propos, ça fait absolument le jeu de toutes les théories conspirationnistes, puisqu'il y a un ordre secret. On voit qu'il a vraiment une dimension subversive par rapport à l'ordre établi, lorsque, hein, 10 ans après l'interdiction, eh bien, on se situe en pleine secousse révolutionnaire. Parce que pour nous, la révolution commence en 1789, mais si on est dans une dimension atlantique, eh bien, il faut intégrer, bien sûr, la révolution américaine depuis 1776, donc l'année de fondation des Illuminati, et surtout, ça continue pendant toute la décennie 1790 aux quatre coins de l'Europe. Pour vous donner un exemple, Catherine II de Russie meurt en 1796. À la fin de sa vie, elle est très hostile aux Lumières alors qu'elle y était très favorable au début de son règne. Eh bien, quand elle parle de la Pologne, elle l'appelle la Jacobinière. Elle voit des Jacobins, pas seulement en France, des Jacobins qu'on appelle parfois patriotes, radicaux, selon l'endroit d'Europe où ils se trouvent. On en a aussi dans les îles britanniques. Il y a toute une partie de la population qui est favorable aux idées venues de France. En Irlande, les républicains attendent un débarquement français, un débarquement de la Révolution française qui aura lieu en 1798. Naples, dont je parlais tout à l'heure, s'éveille à la Révolution entre 1796 et 1799. Donc, il y a une poussée révolutionnaire partout en Europe et dans le monde atlantique de manière générale. Et bien évidemment, ça terrifie les autorités établies, ça terrifie la partie majoritaire, conservatrice de la population européenne et qui prête du coup une oreille de plus en plus attentive au discours de la conspiration, aux théories conspirationnistes qui vont expliquer qu'en fait, ces révolutions-là ne sont pas apparues comme ça brutalement, elles ont été pensées, elles sont le fruit
d'un complot, d'une conspiration tramée depuis très longtemps, organisée un peu partout, et que tout simplement, il faut les connaître pour s'en débarrasser, pour lutter contre. J'ai pris deux exemples qui intéressent directement la naissance du mythe Illuminati. À gauche, vous avez de l'abbé Lefranc, un nudiste de Normandie qui, euh, ancien directeur d'un séminaire ecclésiastique en Normandie, qui publie Le voile levé pour les curieux, le secret de la révolution révélé à l'aide de la franc-maçonnerie. Hein. Le père Lefranc est assassiné pendant les massacres de septembre 1792 dans les prisons parisiennes. Et bien évidemment, ça sera très facile après de dire, alors qu'on a vidé les prisons, on a massacré tout le monde, de dire il a été directement ciblé parce que révélé la collusion entre, alors lui, il va même jusqu'aux Templiers, hein, les chevaliers Templiers, qui prendraient leur revanche 5 siècles après leur disparition. Donc les chevaliers Templiers, la franc-maçonnerie et ce qu'on appellera bientôt en France les Illuminés de Bavière. Et dans le monde anglophone, les Illuminati. Et vous avez à droite l'ouvrage que j'annonçais tout à l'heure, Preuve d'une conspiration, Proof of a Conspiracy. Ici encore, ce n'est pas un policier ou un haut responsable de l'État qui le dévoile, c'est un savant, John Robinson, la preuve que tout le monde peut participer au discours complotiste et conspirationniste hier comme aujourd'hui, qui explique qu'en fait, vous voyez le terme Illuminati, hein, c'est preuve de la conspiration, d'une conspiration qui ont été préparées par les francs-maçons, les Illuminati, ce qu'il appelle Reading Societies, les sociétés de lecture, qui sont en fait les paravents qui accueillent les patriotes et radicaux tout à l'heure, les jacobins dont je parlais à l'échelle de l'Europe. Et on pourrait croire que ces écrits, finalement, vont avoir une influence limitée. Eh bien, c'est tout le contraire. L'ouvrage de Robinson, par exemple, à peine publié à l'automne 1797, je vous rappelle donc que les Illuminati ont été supprimés depuis 1785 et qu'ils se reconstituent clandestinement, mais de manière très très réduite, une poignée de membres à Paris d'un côté, à Naples de l'autre. Eh bien, la Chambre des communes se saisit de l'ouvrage de Robinson pour dire il faut absolument prendre une loi contre toutes ces sociétés secrètes, tous ces ordres secrets, toutes ces sociétés qui ont en commun un serment secret et qui dissimulent leurs vrais projets. Bien évidemment, pas la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie en Angleterre, hein, elle est proche, hier comme aujourd'hui, de la famille royale et elle appartient au sens propre à ce qu'on appelle l'establishment, ce qui est établi, comme l'Église d'Angleterre et l'Église établie d'Angleterre, etc. Mais toutes ces sociétés secrètes à caractère radical, hein, qui gravitent autour de la volonté de révolution, de réforme en profondeur de l'organisation sociale, politique, etc. Et Robinson cible directement ce qu'il va appeler Illuminati. Hein. Eh bien, donc on se saisit de son livre, alors que c'est un pamphlet, hein, d'accord? On se saisit de ce livre comme si c'était la preuve de ce qu'il annonce, hein, les preuves d'une conspiration, tout simplement pour faire changer la loi en Angleterre. Ça prouve l'impact de cette peur des Illuminati, hein, qui naît alors même qu'ils ont été interdits ici il y a plus de 10 ans. Comment? Eh bien, tout simplement en disant que toutes les sociétés donc, qui ont en commun le secret, le serment secret dont je parlais tout à l'heure, doivent être interdites. Hein. On doit, toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, loges comprises, doivent déclarer quelles sont, donner leur liste de membres. Tout doit être public, transparent auprès des autorités à ce moment-là. Et comme ça ne suffit pas, en 1799, on durcit encore la loi. Parce qu'entre-temps, les Français ont débarqué en Irlande, mais c'est un débarquement raté, et ont rencontré les républicains irlandais, soucieux de se débarrasser donc de la tutelle anglaise. Donc il y a vraiment une atmosphère délétère à l'échelle de l'Europe qui pousse les autorités à écouter ces discours conspirationnistes qui disent il y a un ordre transnational, les Illuminati, qui vous menacent, hein, et il faut absolument réagir. Et on va jusqu'à suspendre l'habeas corpus, hein, donc qui fait partie des fameuses libertés anglaises que le 18e a tant exalté. Bien évidemment, ça fait l'intérêt
donc des commentateurs de l'époque, y compris quand ils vont devenir très importants au début de la Révolution. Ici, vous avez l'histoire secrète de la cour de Berlin par Mirabeau, Mirabeau qui est le grand orateur de la Révolution entre 89 et 91, qui va être panthéonisé puis dépanthéonisé quand on aura découvert la correspondance secrète qu'il a avec la famille royale dans l'armoire secrète l'armoire de fer du château des Tuileries, mais qui se passionne pour l'implantation des Illuminaten, lui, en Prusse, à Berlin, à ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est pas simplement l'Autriche. À partir de l'Autriche, ça s'est considérablement développé. Et puis, celui qui va donner naissance aux Illuminés de Bavière, qui est le pendant francophone des Illuminati, de John Robinson, c'est l'abbé Baruel, qui écrit un monumental ouvrage, qui est la Bible ensuite, dans laquelle vont puiser tous les tenants des discours conspirationnistes au XIXe siècle, ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme et qui va reprendre les sociétés de lecture, les philosophes, les francs-maçons et les Illuminaten, les fameux Illuminés de Bavière. Et c'est quelqu'un qui, finalement, a très peu d'informations directes parce que Baruel, qui est un ancien jésuite, qui vit en exil à Londres à ce moment-là, bah, ne lit pas l'allemand. Mais il a profité à la fois de la générosité et de la naïveté d'un certain nombre de francs-maçons allemands, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'ils étaient absolument révulsés par la manière dont les Illuminaten avaient fait main basse sur leur ordre et qui ont voulu sauver la réputation de l'ordre maçonnique en faisant une sorte de deal avec Baruel, dont ils savaient qu'il s'apprêtait à publier son livre. Ils lui ont proposé, vous avez un exemple de l'échange ici, ils lui ont proposé de lui fournir des informations précises sur les Illuminaten en Allemagne, puisque lui n'avait pas accès directement, comme je vous dis, pour les questions linguistiques, mais qu'en échange, Baruel dirait les choses tellement. C'est-à-dire que les Illuminaten et les francs-maçons, ça n'est pas du tout la même chose. Simplement, les Illuminaten ont vampirisé, capté, phagocyté la franc-maçonnerie. Bien évidemment, Baruel a laissé faire, il a demandé toutes sortes d'informations. Ici, vous voyez un exemple de toutes les questions dont il bombarde par le biais d'un autre savant, le physicien genevois Deluc, qui est en correspondance directe avec les Allemands dont je parlais tout à l'heure, le groupe de Stark, etc., pour lui dire, voilà toutes les informations dont j'ai besoin. Le deal étant, bien évidemment, et vous direz les choses franchement, une fois que les informations ont été recueillies par Baruel, il ne s'est absolument pas tenu, engagé par une vague promesse qu'il leur avait faite. Les promesses, pour le coup, ne valent que auprès des destinataires ce qu'on veut bien mettre derrière. Ces francs-maçons allemands se sont fait totalement duper par Baruel, qui ensuite a expliqué qu'au mieux, c'était les idiots utiles des Illuminaten, mais qu'au pire, ils étaient complices. Et ensuite, comme son histoire était bien ficelée, elle a été reprise, diffusée, etc., elle a fini par expliquer qu'il y avait une sorte de gigantesque conspiration à travers le temps et l'espace, depuis les Templiers du XIVe siècle qui voudraient prendre leur revanche sur le pape et sur le roi de France. Ça, c'est ce qu'on trouve chez Lefranc. Comme il est mort en 92, il ne peut pas expliquer que Baruel a largement plagié ses œuvres, jusque Baruel lui-même qui va dire que, bien évidemment, ce sont les Illuminés de Bavière qui ont porté un coup décisif à l'Ancien Régime, à Louis XVI et au pape, d'une manière générale. Et comme Baruel est un ex-jésuite qui va pouvoir aller faire ses vœux de prophète qu'en 1814, lorsque le pape va rétablir les jésuites, il a vraiment mûri son désir de vengeance et son esprit de revanche pendant des décennies contre ceux qu'il estime être les coupables de la disparition temporaire, mais c'est quand même 40 ans, de l'ordre des jésuites. Donc il y a toute cette volonté aussi de vengeance personnelle qui entre en ligne de compte. Et pour conclure, ce que je voudrais montrer, c'est que ça ne s'arrête pas à la France, à l'Angleterre ou à l'Allemagne, que ce soit dans la décennie 1780 ou 90. Ce mythe des Illuminati, ensuite,
il prend très tôt, là aussi, une dimension globale. Vous voyez, l'ouvrage de Baruel est paru à Londres, puisqu'il était en exil, à l'été 97. Septembre 97, c'est celui de Robinson. Il y a une guerre entre les deux, une guerre de librairie, hein, pour savoir quel est celui qui fera paraître son livre le premier. Mais en quelques semaines, les livres, les deux, hein, passent en, en Amérique, au point qu'on va dire très tôt qu'en fait, on a fait disparaître euh, Washington, George Washington, pour le remplacer par Weishaupt lui-même. Effectivement, c'est totalement sidérant, mais c'est une réalité du discours tenu à cette époque-là. Washington meurt en 1799, il est déjà sorti de charge à ce moment-là. Bien sûr, c'est le héros fondateur de la République des États-Unis, mais non seulement la théorie ne résiste pas à l'analyse, mais comment aurait-on pu faire pour sortir donc de son refuge Weishaupt, l'emmener aux États-Unis et provoquer cette substitution, remplacer, comme il y a le roi caché au XVIIe, XVIIIe siècle, remplacer Washington par Weishaupt lui-même. Mais c'est pas tout. On est à ce moment-là dans une période aussi, comme en Europe, très tendue aux États-Unis parce qu'il y a un affrontement entre fédéralistes et d'un côté et républicains démocrates de l'autre. Les républicains et démocrates ne sont pas encore divisés dans les deux partis rivaux que nous connaissons. Et on est en lutte pour la réélection du président sortant, John Adams. Le président sortant, John Adams, qui reproche à Thomas Jefferson, l'un des signataires de la déclaration d'indépendance américaine de 1776, ambassadeur auprès de la France révolutionnaire, etc., d'être beaucoup trop proche des Jacobins français. Or, Jefferson est celui qui se présente contre le président sortant aux élections de 1800. Et là, on est 2 ans avant, on est ce qu'on appelle le midterm, hein, exactement comme ce qu'on a connu l'an dernier aux États-Unis, c'est-à-dire on est déjà en train de préparer, c'est très moderne, hein, la campagne électorale de 1800. Et c'est du pain béni la parution des ouvrages aussi bien de Baruel que d'Orbison pour dire, du côté des partisans du président sortant, John Adams, les Illuminati vont nous voler l'élection. De la réélection manquée de Trump en 2020, hein, on parle de 1800, celle de John Adams. Regardez ici chez l'un des pasteurs évangéliques très, on appelle à l'époque congrégationaliste, très engagé dans la lutte en faveur de la réélection donc de John Adams. Je ne sais pas qui appartient à cette société dans ce pays, mais si j'étais sur le point de faire des prosélytes pour les Illuminati aux États-Unis, je m'adresserai en premier lieu à Thomas Jefferson et ses alliés politiques. Sous-entendu, je ne sais pas précisément où ils sont, mais si je devais inquiéter de ce qui allait se passer, je regarderais du côté donc du rival de John Adams, Thomas Jefferson. Lui, c'est Theodore Dwight. Son frère, Timothy, n'est autre que le président de Yale. Et ça vous montre une chose dont il faut absolument se persuader, c'est que les théories de la conspiration, les théories complotistes, ne sont pas le propre des gens dont on pourrait dire un peu facilement, ouais, ils sont pas très éduqués ou ils comprennent pas la complexité du monde, etc. Pas du tout. Hier comme aujourd'hui, ça touche toutes les couches de la société, ça touche tous les âges, hein, il faut prendre le problème au sérieux parce que sinon on ne comprend pas, en les traitant par le mépris, on ne comprend pas que en fait ces discours-là sont le reflet des peurs contemporaines. À l'époque ici, c'est celle de la révolution et du désordre du monde. Voilà. Et donc de ce point de vue-là, il faut répondre, ce qui suppose, même si c'est difficile, le dialogue, etc. Et voilà ce que dit le président de Yale, donc l'autre frère Dwight, qui réunit à l'occasion de ce discours, qui est aussi un sermon, aussi bien les élèves, le corps professoral, donc tous ceux qui sont à Yale. Allons-nous, mes frères, qui s'adresse à eux en tant que pasteurs, devenir les complices de ces péchés? Vous voyez, on place le problème sur l'aspect religieux. Allons-nous les faire entrer dans notre gouvernement, sous-entendu avec Jefferson, dans nos écoles, dans nos familles? Allons-nous laisser nos fils devenir des disciples de Voltaire et des dragons de Marat? Vous voyez la connexion faite avec la Révolution française, d'une part, hein, et auparavant avec les Lumières.
laisserons-nous nos filles devenir les concubines des Illuminati? Donc, il y a vraiment, hein, pour reprendre le livre célèbre de Vernon Stauffer à droite, hein, la terreur, hein, la peur, Illuminati dans la Nouvelle-Angleterre, donc dans l'Amérique du Nord-Est en 1798. Et juste pour terminer, euh, pour vous montrer que c'est toujours présent. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, hein, travaillant sur la sociabilité des Lumières, sur la franc-maçonnerie, etc., sur les phénomènes européens au XVIIIe siècle, je me suis rendu compte que quand j'avais une quinzaine d'années, les Illuminati, j'en avais jamais entendu parler. Hein. Ça avait totalement disparu de l'horizon de mon temps. Aujourd'hui, moi, j'ai fait l'enquête, puisque dans le livre, je vais jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai fait l'enquête dans les collèges, dans les lycées, etc. C'est extrêmement présent. C'est-à-dire que les élèves ont tous entendu parler des Illuminati. Si vous leur demandez quelques symboles, ils vont tous retrouver la pyramide inachevée, ce que je vous ai montré tout à l'heure, etc. Et il y a de nombreux vecteurs. Il y a de nombreux vecteurs, dont les vecteurs jeux vidéo. Et ici, vous avez une très belle série de jeux vidéo qui s'appelle Assassin's Creed, qui, là aussi, c'est intéressant, hein, représente l'affrontement entre deux sociétés secrètes. Hein. D'un côté, les assassins, hein, la secte des assassins médiévale, etc., et de l'autre, l'ordre des Templiers. Les Illuminati, dans ce jeu, ne sont que finalement le bras armé des Templiers au moment française. Ici, je vous ai fait deux captures de l'opus d'Assassin's Creed qui s'appelle Unity, le jeu, hein, qui concerne la Révolution française. Et dans ce jeu sur la Révolution française, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il s'ouvre par une cinématique avant que le joueur puisse commencer à jouer, qui reprend au mot près les discours de divulgation du début de la Révolution française, qui explique qu'en réalité, tout cela, comme le disait l'abbé Lefranc, avant les Illuminati, on a même les Templiers qui veulent prendre leur revanche. Et donc, la cinématique qui ouvre le jeu vidéo, hein, eh bien, c'est Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre des Templiers, hein, qui, lorsqu'il est sur son bûcher, voue aux gémonies, hein, envoie des malédictions à la fois au roi de France et au pape. Et donc, c'est intéressant de voir qu'un jeu qui a eu des moyens énormes, qui a fait appel à des conseillers historiques, hein, pour être le plus fidèle possible au décor, aux intérieurs, etc., à ce qu'était le Paris du XVIIIe siècle, le Paris de la Révolution, eh bien, la puissance d'évocation du mythe, hein, Illuminati, des discours portés par les divulgations qui datent des années 1790, finalement, eh ben, à son tour est tombé dans le panneau, hein, en les reprenant. C'est pas la faute des conseillers historiques, hein, puisque c'est les scénaristes du jeu qui s'en sont emparés, tout simplement pour trouver que c'était une histoire absolument exceptionnelle et que ça collait, hein, entre guillemets, avec leur vision du monde, puisque la série Assassin's Creed, qui se déroule dans des temps et des espaces tout à fait différents les uns des autres, elle a comme point commun, comme je disais, l'affrontement entre deux ordres secrets. D'un côté, la secte des assassins, les Templiers, et ici, eh bien, le bras armé des Templiers pendant la Révolution, c'est les Illuminati. Donc, il n'y a aucune raison que ce mythe euh, se fatigue, puisque tout simplement, on lui a donné une consistance énorme à cette époque-là. Et peut-être qu'on pourra y revenir tout à l'heure dans les questions, mais ça ne s'arrête pas là. Hein. Vous avez dans les Nouvelle-Angleterre de la fin du 19e siècle, dans les États-Unis de la fin du 19e siècle, ceux qui vont dire, hein, après 1882, la statue de la liberté éclairant le monde, c'est un cheval de Troie des Illuminati parce que Bartholdi, hein, est accusé d'avoir, notamment dans une série de correspondances avec son épouse, etc., et de correspondances cryptées, évoqué le nouvel ordre des siècles, etc., et surtout que son projet de statut de la liberté était à l'origine destiné à la partie sud du canal de Suez. Hein. Il avait été proposé au Pacha d'Égypte à l'exposition universelle de 1867, mais le Pacha d'Égypte n'avait pas eu assez d'argent pour l'acquérir. Napoléon III avait renoncé et puis ensuite s'était effondré avec la chute du Second Empire. Et donc finalement, ce projet qui était resté dans les cartons est ressorti
au début des années 1880. On n'a pas eu le temps de le terminer pour 1876 et donc le centenaire de la déclaration d'indépendance. Mais à l'origine, c'est un mélange entre une paysanne égyptienne et puis une déesse païenne. Et donc, dans le discours des pasteurs que j'évoquais tout à l'heure, mais leur équivalent à la fin du 19e siècle, il y a l'idée, voyez, cette liberté qui éclaire le monde, en réalité, hein, donc éclairer, ça rend propice l'allusion aux Illuminati, en réalité, c'est une idole païenne qu'ils vous ont imposée. Hein, et c'est parce que c'est une idole païenne que c'est un cheval de Troie. Vous avez quelques-uns des moulages de Bartholdi qui représentent cette divinité égyptienne mélangée avec une paysanne du Nil. Donc, c'est la porte ouverte ensuite, vous voyez, à tous les fantasmes, à toutes les peurs. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Vous en avez deux exemples, hein, plusieurs exemples que j'ai pris dans mon PowerPoint, chez, par exemple, dans le rap, hein, avec des références aussi bien, une flopée de références historiques, tous azimuts, hein, mélangées autour du complot. Alors là, c'est même plus loin, c'est même plus Illuminati, c'est Illuminati 666, mais toujours avec la notion de 1776, ce qui se cache derrière, etc. Et le dernier opus, on n'imagine pas les Illuminati là-dedans, hein, le dernier opus de la franchise Marvel, Doctor Strange, eh bien, il est jugé dans l'espace par un tribunal Illuminati. Donc, vous pouvez mettre les Illuminati absolument partout, jusque dans la scène hollywoodienne, ici avec Rihanna, ou alors dire Trump, hein, lui aussi, est soit un instrument Illuminati quand on est contre lui, regardez à droite, soit dans un film d'animation de 2016, hein, c'est lui qui combat contre les Illuminati. C'est-à-dire que comme John Adams s'est fait voler l'élection américaine de 1800, Trump s'est fait voler lui aussi sa réélection en 2020 par les nouveaux Illuminati. Et toujours dans la dimension complotiste, avec autre forme de peur, ici, la question du Covid et de la pandémie, hein, lorsque le président de la République, Emmanuel Macron, s'adresse donc depuis le fort de Brégançon aux jeunes pour qu'ils aillent pendant la crise donc du Covid, pour qu'ils aillent se faire vacciner, hein, qu'ils incitent leurs parents à se faire vacciner. Il s'adresse aux jeunes, il est sur TikTok, c'est un t-shirt. Il a un hibou stylisé sur le t-shirt en question. Ça devient instantanément dans la complosphère la chouette de Minerve, donc un signal, hein, même pas subliminal, un signal aux Illuminati qui vaut bien la pyramide du Louvre lors de son son discours de premier mandat présidentiel. Donc vous voyez qu'en fait, une peur ancienne, hein, une référence historique qui dure 10 ans, a été ensuite moulinée par toutes sortes de discours conspirationnistes, hein, pour essayer de donner du sens au désordre du monde, à l'incompréhension, et pour tisser une sorte de récit continu, hein, formidablement efficace parce qu'il gomme toute forme d'aspérité, etc., pour dire voilà, tout est le fruit d'une conspiration qui remonte soit au XVIIIe siècle, si on s'arrête à Spartacus et aux Illuminati, soit qui remonte même jusqu'au Moyen-Âge, si on pense qu'ils ne sont que le bras armé d'un ordre secret, hein, en fait, ça n'est pas un ordre secret, hein, de l'ordre des Templiers qui voudrait sa vengeance contre le trône et l'autel. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup, Monsieur Beaurepaire. J'espère que vous m'entendez bien et que surtout les Très bien. spectateurs m'entendent aussi. Ça, voilà, bon. Dites-le moi d'ailleurs sur le chat, hein, si j'ai résolu le problème technique ou pas. Je ne suis pas certain, donc dites-le moi. Sinon, Monsieur Beaurepaire, vous répéterez mes questions puisque les spectateurs, par contre, vous entendent très bien. Alors c'est pas mes questions. Oui, j'ai isolé quelques questions de nos spectateurs. Alors, il y a Alexandre, par exemple, qui pose une question chauvine, pour laquelle vous avez peut-être déjà donné quelques éléments de réponse, je crois, avec la prolongation occulte des Illuminati par Baudeux en France, si ma mémoire est bonne. Mais lui, Alexandre, a posé la question un petit peu avant. Il voulait savoir quel était donc l'impact des Illuminati sur la politique, les événements français.
Alors, c'est une vaste question. Ce qu'on peut dire, c'est que, donc, effectivement, Baudeux vient en 1787, hein, à l'occasion de cette réunion, hein, ce qu'on appelle donc le convent des Philalèthes. Il arrive d'ailleurs trop tard, hein, enfin, la rencontre est déjà terminée. On se déplace beaucoup au XVIIIe siècle, mais quand même pas aussi vite qu'aujourd'hui. Et donc, il décide de rester plusieurs semaines à Paris, de travailler, etc. Il rencontre le fondateur des Philalèthes, qui s'appelle Savalette de Lange, hein, qui est le garde du Trésor royal à cette époque-là, un certain nombre de membres importants de la Loge des Amis Réunis, qui réunit des banquiers, des artistes, aussi membres de l'appareil d'État, etc. Enfin, une loge vraiment influente du XVIIIe siècle. Et c'est là qu'il choisit de recruter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 5 membres, dont Savalette de Lange, pour créer les Philadelphes, une sorte de noyau, une sorte de noyau d'une réorganisation possible des Illuminati lorsque les problèmes se seront calmés. Alors, dans la version, et là on a son journal, hein, donc moi je travaille sur son journal de voyage, donc on a ce qu'il a fait, il raconte, etc. Mais dans la version complotiste, qui se crée donc une décennie plus tard, hein, avec Robinson d'un côté ou Baruel de l'autre, ça devient qu'il a recruté le grand maître du Grand Orient de France, donc le duc d'Orléans, futur Philippe Égalité pendant la Révolution, pour en faire le bras armé des Illuminatons nouveau style, si vous voulez, en France, à la veille de la Révolution. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que d'un côté, vous voyez, vous avez la narration du voyage qu'il a fait, tac, tac, tac. Et de l'autre côté, vous avez, il est venu préparer la Révolution française. Et comme Mirabeau, dont je parlais tout à l'heure, est la grande figure d'orateur du début de la Révolution, puisqu'il meurt en 1791, on va se dire aussi, si Mirabeau est allé en Prusse enquêter sur les Illuminatons, c'est pas pour rien. C'est que peut-être, enfin, ses ennemis en tout cas vont dire, ils vont gommer le peut-être que lui-même a été recruté et que bien évidemment, il est parti là aussi hein, chercher sa feuille de route pour créer la révolution en France. Et ce type de discours-là, au début, laisse un peu dubitatif parce qu'on est pris par enfin, c'est une transformation complète, hein, la révolution en France de 89-91, mais quand on a la radicalisation révolutionnaire, la terreur, et surtout après, il y a une volonté de comprendre l'origine de la chute d'un ordre qu'on imaginait immuable. Et c'est là qu'on va tendre une oreille de plus en plus attentive à ces discours conspirationnistes. Et c'est révélateur, c'est que de part et d'autre de l'Atlantique, en France, on est vraiment dans les années 97-98, où là, vraiment, une sorte de passer l'effet de sidération de l'événement, on essaye de reconstituer eh bien, l'origine de cette conspiration, de ce complot qui aurait bien évidemment subverti l'ordre ancien. Donc à partir de là, dès lors que vous quittez voyez, la route de l'histoire, des faits, vous pouvez donner toutes les interprétations possibles à ces événements-là, à ces conspirations. Et là, on va le voir, c'est comme un mécano, vous avez les mêmes pièces, mais au fur et à mesure de l'histoire, on va dire la révolution de 1830, 1848, la Première Guerre mondiale, la révolution russe, etc., etc. Et vous allez venir greffer sur le mythe Illuminati un certain nombre de choses. Je prends juste un exemple. L'abbé Baruel, moi j'ai travaillé sur ces archives parce que il y a des correspondances qui sont aux États-Unis, celles que j'ai montrées tout à l'heure de ces correspondants allemands, ou genevois, avec de Luc, mais il y a aussi aux archives de la province de France de la Société de Jésus, à Vanves, à côté de Paris, la correspondance de Baruel et ses archives. Et j'ai eu d'ailleurs un accès tout à fait libre à ces fonds-là. Et en fait, dedans, vous avez un courrier des lecteurs que je reproduis dans le livre, comme ça chacun peut se faire son idée, parce que c'est une copie. Alors certains ont dit faux, etc. Moi, je pense pas que ce soit un faux, parce qu'il n'y avait aucune raison que Baruel insère dans sa propre correspondance privée un faux qu'il aurait recopié, etc. C'est un courrier des lecteurs, donc d'un nommé Simonini, qui est un officier italien
qui existe d'ailleurs, hein, qui existe, la lettre n'est pas anonyme, elle est signée, qui lui dit, Maître, votre livre est très bien. Vous avez, euh, vous avez identifié bon nombre de ces conspirateurs, les Illuminati, les révolutionnaires français, etc., etc., Philippe Égalité, mais vous avez oublié les Juifs. Et il dit, moi, je les ai vus à Livourne, le grand port franc sur la mer Méditerranée. Moi, je les ai vus à Livourne et j'ai vu que, en fait, ce sont eux qui tirent les ficelles. On est en 1806. Et ce texte-là, qui est un simple courrier de lecteur, Baruel ne sait pas trop quoi en faire. Et puis ensuite, il va finir par le reproduire dans l'édition suivante de, sa, euh, de son grand livre, hein, de ses mémoires, donc pour servir à l'histoire du jacobinisme. Et ça va venir, de là va venir hein, l'idée que il y a, comme il y a le complot judéo-maçonnique au XIXe siècle, derrière les Illuminati, il y aurait aussi une entreprise, pas seulement des Templiers, etc., des Juifs. Et ça, c'est le tout départ hein, d'un mouvement qui va aller là aussi crescendo et qui, à la fin du XIXe siècle, bah, se retrouve dans tous les récits conspirationnistes. Donc, en fait, c'est une sorte de mal où vous avez toutes sortes de références, hein, donc éparpillées, euh, et vous pouvez choisir ce que vous voulez comme objet, l'associer, et ensuite, eh bien, diffuser d'abord par l'écrit, aujourd'hui ça serait par les réseaux sociaux, un certain nombre d'allégations, d'accusations. Certaines vont pas marcher, certaines vont prendre, et ensuite elles iront très loin. Et puisque la question concernait l'impact sur le pouvoir, moi ce que je conseille comme lecture, c'est un des derniers romans de Umberto Eco, c'est Le cimetière de Prague. Parce que dans Le cimetière de Prague d'Umberto Eco, il reconstitue comme ça toutes les conspirations, réelles ou supposées, du 19e siècle, en inventant le petit-fils de Mont Simonini. C'est-à-dire que le petit-fils, et il dit bien, il n'y a pas de confusion, il dit bien que c'est de la fiction, c'est un roman, mais il invente le petit-fils de Simonini auquel le grand-père aurait transmis hein, la lettre qu'il a adressée à Baruel. Et on voit comment, jusqu'au protocole des sages de Sion, tout le 19e siècle, comme ça, s'est nourri hein, de ce point de départ, l'a enrichi, modifié, transformé, etc., etc. Voilà. Et donc, en fait, vous pouvez tout interpréter. Hein. Vous pouvez tout interpréter dès lors que vous allez l'accrocher à un fait historique. Là, les Illuminati sont bien arrivés à Paris, même s'ils n'étaient que cinq, sont bien arrivés à Naples. Il y a bien une tentative en Amérique, donc Élyséeum, mais qui ignorait les frères Dwight. Donc tout est possible. Et c'est ça la force du récit conspirationniste, c'est que il s'affranchit totalement de la réalité historique, mais à tout moment, c'est pratique. Référence à l'histoire pour se crédibiliser. Donc c'est une efficacité absolument dévastatrice. Vous avez à un moment évoqué les relais relativement récents du fantasme Illuminati via Rihanna. Vous avez aussi parlé dans la musique. Hein, j'ai moi-même d'ailleurs repris dans la salle d'attente une musique de Jay-Z qui est assez consternante d'ailleurs quand on la traduit, je trouve. Mais bon, bref, c'est mon avis. Par contre, qui est très, très agréable à entendre. Je voulais aussi vous poser la question peut-être d'un des relais culturels qui a peut-être le plus œuvré pour la popularisation des Illuminati, c'est l'œuvre de Dan Brown qui s'appelait, je crois, Angers de Mont, si ma mémoire est bonne. Vous en avez pas trop parlé. Est-ce que ça n'a pas été un facteur déterminant pour son implantation dans le fantasme populaire? Tout à fait. Alors, c'est pas pour me justifier, mais même si, Vas-y. même si vous avez été très généreux, que vous m'avez laissé beaucoup de temps, etc., c'est très vaste et Oui. j'ai dû faire des choix. Mais vous avez tout à fait raison et j'ai tout un chapitre dans le livre justement sur aussi bien Dan Brown, etc. Mais je voudrais juste revenir un instant sur les origines de tout ça, tout en montrant, pour faire écho à ce que vous disiez ici, j'ai pris Rockin' Squat, hein, Mathias Cassel, donc avec, vous voyez derrière moi, donc enfin vous voyez sur la diapositive là, donc Oui, quelques-unes de ces paroles avec toutes ces références, hein, là aussi méli-mélo de références historiques, certaines très en connues effet. à l'échelle du monde, d'autres on est vraiment dans la complosphère anglo-saxonne avec la reine d'Angleterre qui serait au centre du trafic d'opium, ça c'est un vieux
fantasme hein, donc complotiste. Alors, bien sûr, en référence aux guerres de l'opium du 19e siècle, mais pas seulement. Donc, pour vous dire qu'en fait, vous avez tout à fait raison, parce qu'imaginez, tout à l'heure, j'étais en 1797-98, l'accusation que les élections de 1800 vont être volées. Le premier roman gothique américain, 1801, c'est Julia et le baron Illuminati. Donc on a déjà à l'époque non seulement l'utilisation de la presse, c'est très présent, pour relayer des pamphlets, des écrits, mais aussi de la fiction. C'est pas une invention de la fin du XXe siècle. La fiction s'empare des Illuminati très tôt. Euh, mais ça dure. Ça dure parce que en permanence, on a là aussi une actualisation des supports, etc. Donc on a vu la pop culture tout à l'heure, on a vu le poids des symboles, parce que là, les images marquent. Hein. Imaginez que les Illuminati, à part cette petite chouette, n'ont aucun symbole. Et pourtant, on les associe tous à un certain nombre des représentations que j'ai montrées tout à l'heure. Eh bien, Dan Brown, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas le premier, loin de là. Mais Dan Brown, il a tout exploré. Hein. Alors, ils sont passés, pour le coup, les francs-maçons, l'Opus Dei, les Illuminati. Il y a ça, nous, chez nous, le livre est publié sous le nom d'Ange et Démon, mais dans certains pays, le titre est Illuminati tel quel. C'est déjà révélateur, hein, donc, donc de le voir comme ça. En Allemagne, par exemple, il est vendu sous le titre Illuminati, mais même pas Illuminaten. Et Dan Brown l'a dit en même temps, à chaque fois, alors que il faisait non seulement le buzz, mais une fortune considérable avec ces ouvrages-là. Non, mais moi, je n'entre pas du tout dans la logique de la conspiration, mais c'est une bonne matrice à roman. Hein. Donc, il y a toujours l'idée, je profite du filon, mais moi, Je ne suis pas responsable. voilà, je ne suis pas responsable et je ne suis pas dupe. Mais en tout cas, ça a très, très bien marché. Et pour vous dire à quel point 20 ans avant Dan Brown, il y a toute une série de romans américains qui s'appellent, c'est une série hein, qui s'appelle Illuminati avec un point d'exclamation. On est dans la contre-culture américaine de l'après 1968. Des auteurs qui ont voulu se moquer de la crédulité de leurs contemporains, qui imaginaient voir des conspirations partout, etc. Et puis finalement, ça a tellement bien marché, donc c'était au second degré, c'était pour se moquer, etc. Mais ça a été pris par beaucoup de lecteurs au premier degré. Et donc ça a tellement eu de succès que l'un d'entre eux, Wilson, a dit, mais moi je vais continuer. Et pendant des décennies, il a continué à faire des romans autour des Illuminati. Donc Dan Brown, effectivement, c'est l'aspect émergé, non seulement d'un iceberg, mais de manière générale d'une création des Illuminati dans la fiction. Vous voyez, jusqu'à Avengers, etc. Tout récent, hein, avec Doctor Strange, hein, c'est l'un des tout derniers, où on surfe sur le mythe Illuminati. Donc à chaque fois, vous allez dire, non, mais euh, vous avez aussi Benjamin Gates, etc. Et puis, alors là, on a aussi bien les Templiers, les francs-maçons, l'origine de la déclaration d'indépendance, etc., etc. Et quand même diffusé par Disney. Hein. Donc, vous avez en fait tous les supports de création en termes de fiction, du roman jusqu'au film, aux jeux vidéo, etc., ont exploité le filon Illuminati, mais en l'exploitant, ils l'ont nourri aussi. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous adhérez, ils proposent des univers, hein, des mondes. Vous adhérez, il suffit d'entrer dans cette logique-là. Soit vous n'êtes pas dupe, mais vous dites bah, juste c'est une belle fiction, c'est un bon moment, etc. C'est amusant. Soit vous finissez par entrer dans ce type de représentation. Et comme il donne une réponse à toutes nos craintes hein, en disant que voilà, tout s'explique. C'est comme 1776, c'est sous nos yeux, mais on ne voit pas la signification réelle. Il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Alors merci beaucoup. Je suis arrivé au bout des questions que j'avais isolées. D'accord. Merci infiniment pour votre conférence. Et je voudrais signaler aux spectateurs que s'ils veulent
continuer à suivre des événements de la Société des Amis de Vincennes, que nous avons une prochaine conférence, alors qui ne sera pas en live ce coup-ci, mais qui sera en présentiel à la Maison des Associations de Vincennes le 23 mars prochain sur Pierre Loti. Voilà, un tout autre sujet, hein. mais c'est varié, c'est très bien. Ouais. Et puis je voudrais vous remercier à nouveau, Monsieur Beaurepaire, hein, déjà pour votre résilience aux problèmes techniques que nous avons eu au début, qui semblent être résolus maintenant. Donc c'est très bien. C'est un peu tard, mais c'est très bien. Et puis, vous souhaitez une bonne fin de week-end, et puis à bientôt, je l'espère, pour peut-être d'autres conférences. Volontiers. Et merci plaisir. à toute la Société des Amis de Vincennes pour leur accueil, et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'était passionnant, en effet, et puis ça a mis à plat beaucoup de choses, voilà, beaucoup de fantasmes. Merci beaucoup. C'est parfait. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Now we fight for blocks with builders that make a killing. The closest of friends when we first started, but grew apart as the money grew and soon grew black-hearted. Thinking back when we first learned to use rubbers, he never learned, so in turn I'm kidnapping his baby's mother. My hand around the collar, feet in the cheese. She said the taste of dollars was shitty, so I fed her 50s. About his whereabouts, I wasn't convinced. I kept feeding her money till started to make sense. Who could ever foresee? We used to stay up all night at slumber parties. Now I'm trying to rock his to sleep.